webinaire co-organisé par la Revue Relations, le Centre Justice et Foi et la Ligue des droits et libertés. Je m'appelle Catherine Caron, je suis éditrice et rédactrice à la Revue Relations. On est très content de vous savoir nombreux ce soir. Il y a plusieurs inscriptions. On va voir si tout le monde va être au rendez-vous. C'est un drôle de hasard qui a fait que la Revue Relations et la Revue de la Ligue des droits et libertés ont toutes deux publié en décembre un dossier sur le thème de la santé. Ce pourquoi nous avons eu envie de faire ce webinaire ensemble. Alors, avant d'aller plus loin, juste quelques petits points techniques. Je vais revenir sur le déroulement de l'activité dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, pour les personnes qui seraient moins habituées, en haut de votre écran, normalement, vous avez une option pour afficher, faire un affichage soit de l'intervenant qui parle, soit un affichage galerie pour voir tout le monde qui est dans le webinaire. Alors, vous choisissez comme l'option que vous voulez. Et c'est ça pour le moment. Je vais vous donner d'autres petites informations techniques plus tard. Mais dans l'immédiat, si vous avez des problèmes, dans le chat, la zone de conversation, vous pouvez écrire directement à questions techniques Linda Kellil et elle pourra vous aider. Alors, dans l'immédiat, je vais vous présenter Elisabeth Dupuis qui va m'appuyer ce soir pour la période de questions et elle va comme co-animer si on veut. Et je la laisse vous dire quelques mots. Oui, en fait, on voulait commencer en faisant une petite allocution. Alors, dans son travail de promotion et de défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés s'est donnée comme mission de sensibiliser les populations autochtones aux enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé nommé Tiohtià:ke, Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et également aujourd'hui une population autochtone diversifiée avec plusieurs autres communautés qui y habitent également. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les populations autochtones et les autres communautés de Montréal. Catherine, est-ce que je continue avec la présentation du dossier? Non, je vais dire quelques mots Non? du OK, déroulement avant. parfait. Merci. Oui, c'est ça. Donc, merci Elisabeth. On va vous expliquer un peu le programme là, du webinaire. Alors, on vous présente brièvement les dossiers réalisés par les deux revues. Et par la suite, nous allons entendre tout d'une traite les quatre panélistes de la soirée et ce sera suivi de la période de questions et d'échanges. On vise à une durée là, de 1h30, 1h45 minutes. Pour les personnes qui sont habituées aux soirées relations parmi vous, je vous précise que la formule de ce soir est quand même un peu différente. C'est plus serré dans le temps. Tout le monde sait là, que la concentration sur Zoom est moins facile là, que lorsqu'on est en présence dans une salle. Alors, on expérimente une nouvelle formule ce soir et c'est notre première dans le cas de la soirée relations. La Ligue a de son côté réalisé d'autres webinaires déjà. Alors, le webinaire est enregistré et il est diffusé en direct sur Facebook. Comme vous savez, tous les micros des spectateurs sont fermés. Tout au long de l'activité, nous accueillons vos commentaires, vos suggestions, si vous pouvez utiliser le canal de conversation, le chat. Ceux et celles qui ne seraient pas familiers, vous le trouvez au centre, en bas, dans les options, en bas de votre écran. Vous cliquez sur chat et vous avez normalement une zone à droite de votre écran qui va apparaître. Et c'est là aussi que nous allons vous inviter à poser vos questions, soit pendant le webinaire ou à la période des questions. Et vous les adressez dans ce cas-là spécifiquement à questions. Comme ça, Elisabeth va pouvoir voir facilement là, qui pose directement une question que vous pouvez adresser à un des panélistes spécifiquement ou de manière plus générale. Je vais revenir sur la période de questions un peu plus tard. Alors, donc, nos deux revues ont réalisé des dossiers sur la santé qui vont au-delà du seul contexte de la pandémie de COVID-19, aussi obsessionnelle soit-elle, et de l'état de notre système de santé. Donc, c'est des dossiers qui proposent des réflexions plus larges sur l'enjeu de la santé dans des perspectives plus globales et au-delà de la seule question médicale.
vous avouerez que ça va peut-être nous changer un peu de l'obsession de la COVID, justement, et nous mettre en perspective des choses importantes. Alors, je laisse Elisabeth nous présenter brièvement le dossier de la revue Droits et libertés. Ton micro, Elisabeth, je crois qu'il est fermé. Mais je venais de le fermer pour ne pas faire de bruit avec mon clavier. Alors, je recommence. Bonsoir à tout le monde. Ça me fait plaisir ce soir là, de vous présenter le numéro de la revue Droits et libertés qui est consacré à la réalisation du droit humain à la santé. Alors, c'est dans le contexte de la pandémie qu'un nouveau comité de travail s'est formé sur cette question-là pour examiner la portée du droit à la santé au Québec et pour explorer aussi la possibilité d'ouvrir un débat pour discuter des incapacités du système de santé pour assurer la pleine réalisation du droit à la santé. Donc, un comité s'est formé, puis une des premières réalisations du comité, ça a été de se consacrer finalement à monter un dossier dans la revue Droits et libertés. Et donc, je veux en profiter rapidement pour saluer le comité éditorial qui a participé. C'est un travail énorme. Alors, Vincent Grayson, Nicole Filion et Samuel Blouin, des militants à la Ligue. Alors, le dossier, le droit à la santé, il y a plusieurs constats qui se sont dégagés, plusieurs enjeux. Les enjeux sont très variés. Puis ce soir, je suis contente que Lucie Lamarche et Anne Plourde vont pouvoir vous en parler d'une façon un peu plus spécifique. Mais c'est clair qu'on peut avancer que l'état général d'une bonne santé ne se restreint pas à l'absence de maladie. La bonne santé va dépendre de plusieurs facteurs et on l'a vu pendant la pandémie, ça dépend de l'emploi, ça dépend où on habite, ça dépend de toutes sortes de facteurs. Et donc, un des constats, c'est que l'état général de bonne santé devient un enjeu de justice sociale. Alors, comme on a dit, le droit à la santé, c'est plus que la pandémie, c'est plus que les soins de santé, mais c'est surtout important là, de reconnaître le droit à la santé dans le contexte de l'interdépendance de ce droit, que ce droit entretient avec les autres droits humains. Et donc, notre dossier il a été travaillé pour faire en sorte, il a été divisé en 3 parties. Donc, c'est un gros dossier. On a 20 articles à vous proposer pour approfondir cette question-là. Et si on y va par partie, là, la première partie, on a un article qui aborde les questions des lois ici au Canada, au Québec, et les chartes des droits et libertés. Alors, c'est clair qu'actuellement, il n'y a aucune loi qui reconnaît directement le droit à la santé. On a un article qui concerne ça et peut-être Lucie pourra en parler un petit peu ce soir. Il y a aussi toutes les questions des nombreuses failles et lacunes du droit à la santé qui sont exposées en deuxième partie du dossier. Alors, toutes les questions concernant les réformes qui ont eu lieu du système de la santé, les réformes à l'Organisation mondiale de la santé, les questions d'égalité aux soins médicaux, questions économiques du néolibéralisme. Alors, Anne, c'est un article qu'Anne Plourde, qui est ici ce soir, a écrit. Médicalisation de la santé des femmes, le rôle de la santé publique, les déterminants sociaux et surtout l'absence de soins de proximité. Finalement, on ne pouvait pas terminer un dossier comme celui-là sans des changements. Quels sont les changements possibles pour respecter le droit à la santé? Alors, il est question dans cette troisième partie-là de l'inclusion du droit à la santé dans la Charte des droits et libertés de la personne, des mécanismes de contrôle, les questions de réadaptation, notamment les logiques carcérales
il y a aussi les autonomes, le nécessaire plaidoyer de la part des travailleuses et la dénonciation par les travailleurs et travailleuses de la santé. Et il y a aussi l'autonomie des groupes communautaires et les questions du droit. Ce que je voulais faire avec ce numéro, c'est de lancer un appel d'un vaste chantier de réflexion collective et participative au Québec autour de la réalisation du droit à la santé, qui va, comme on a dit, au-delà de l'accès à des services et à des soins de santé. Alors, on a vu, vont vous inciter à poursuivre la discussion dans votre entourage et peut-être militer également pour le droit à la santé. Alors aussi, j'en profite rapidement pour souligner l'excellent travail ainsi que mes collègues de la Ligue des droits et libertés dans l'organisation de ce webinaire. Et je remercie évidemment les auteurs qui ont contribué à la revue et je remercie les panélistes qui ont accepté bien gentiment de participer à ce webinaire. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Elisabeth. On a eu des petits problèmes de son de ton côté. Ah, OK. J'espère que la majorité n'a pas perdu beaucoup, là. C'était juste un petit peu moins bon. Alors, pour ce qui est du dossier de la revue Relations, je vous dis quelques mots aussi pour vous le présenter. Alors, nous aussi, évidemment, on part du constat que la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est bien un état global du corps, de l'âme et de l'esprit, comme j'aime bien dire, un état qui est indissociable de l'ensemble des relations et des conditions qui marquent nos existences, nos relations aux autres, à l'environnement, au travail, nos conditions de vie, etc. Alors, c'est dire que la santé, ce n'est pas qu'une affaire privée et individuelle, mais c'est bien un enjeu collectif, un enjeu politique. Notre dossier a pour toile de fond, évidemment, la croissance des inégalités qui entravent le droit à la santé. On va en parler ce soir sans doute. Et le constat d'une certaine déshumanisation des soins médicaux qui est causée, entre autres, par le néolibéralisme et la survalorisation de la technologie et de l'approche biomédicale qui est dominante dans notre société. Alors ça, pour nous, c'est très important de le remettre en question, d'oser le questionner. Le dossier s'intéresse aux approches dites alternatives, complémentaires et plus globales de la santé. Nous, on n'est pas dans... C'est un dossier les deux dossiers sont totalement différents dans cette dimension-là. On n'est pas dans une optique de droit, mais on cherchait à mettre en valeur des approches différentes, des façons différentes de concevoir la santé. Et à ce titre-là, c'est un dossier qui n'est pas non plus dans la critique du système. On a déjà fait ça dans le passé à la revue Relations. Je vous mettrai la référence tout à l'heure dans le chat. Mais ce dossier-ci, c'était vraiment plus pour mettre en valeur des approches différentes, plus globales de la santé qui se sont développées sous l'impulsion des mouvements féministes, communautaires et écologiques, entre autres, et qui peuvent nous aider à faire évoluer nos systèmes de soins afin qu'ils soient plus humanistes, plus inclusifs et plus attentifs aux besoins des personnes. Alors, ce soir, on a choisi de vous présenter l'approche en santé communautaire et l'approche écosystémique. Dans le dossier, il y en a plusieurs autres qu'on aborde. Alors aussi, ce qui nous importe à relation, c'est la question du sens. On vit dans une société de la performance qui accepte mal la faiblesse, la vulnérabilité et la finitude de la vie. Et donc, plusieurs auteurs dans le dossier réfléchissent sur le sens des choses, le sens de la santé, mais aussi plus largement de la vie, de la vieillesse, de la mort, le sens de nos rapports aux autres, de nos rapports à la nature, par exemple. On voit à quel point la pandémie nous confronte à cet égard-là. Quel sens cela a, par exemple, de surmédicaliser des personnes pendant que d'autres franges de la population sont laissées sans soins adéquats, par exemple. Ou encore, quel sens cela a d'être protégé de la COVID, mais en vivant une situation d'isolement quasi inhumaine. Le médecin Bernard Corazza nous parle du besoin d'humanité des patients dans notre dossier et il nous rappelle toute l'importance de la sollicitude, d'écouter les personnes âgées institutionnalisées et de nous mettre à leur place aussi.
Alors, c'est un dossier comme plusieurs autres dans la revue Relations où les questions de sens sont importantes et s'ajoutent au décryptage pardon, des enjeux. Et pour terminer, ben, la santé, ce n'est pas que une question seulement pour les médecins et les travailleurs de la santé, aussi important soit-il. Alors, on a demandé, certes, à une autre médecin, Nicole Archambault, qui contribue au dossier pour parler de médecine intégrative, mais on a aussi demandé des analyses ou des réflexions à un philosophe, Jacques Dufresne, qui est bien connu de l'Encyclopédie de l'Agora, un anthropologue, notre cher Gilles Bibeau, que vous allez avoir la chance d'entendre ce soir, des chercheuses féministes contribuent aussi au numéro, André Rivard et Isabelle Mimot. À noter qu'Isabelle Mimot a contribué aux 2 dossiers. Alors, si vous appréciez ces textes, vous allez être gâtés. Et on a aussi dans le dossier des personnes qui sont actives dans le milieu communautaire, Jocelyne Bernier qui est avec nous ce soir, Mireille Audet, qui est la personne avec qui elle co-signe l'article dans notre dossier. Et dans le dossier, il y a aussi des personnes qui sont actives au niveau des ressources en santé mentale. Il s'agit de Anne-Marie Boucher et Gorette Linares. Alors voilà, ça vous donne un aperçu. On va vous mettre les références dans le canal de conversation, le chat, pour que vous puissiez trouver la revue, les 2 revues, si vous ne les avez pas encore parcourues. Alors, on y va, on se lance dans le cœur du webinaire avec nos panélistes. Chaque panéliste ce soir a 10 minutes de présentation, alors c'est très concis. Je les remercie à l'avance de faire des merveilles pour rentrer dans leur temps et ils sont avertis que je vais jouer à la fée clochette ce soir. Je vais faire tinter une petite cloche lorsqu'ils vont approcher de la fin de leur intervention. C'est une façon de leur dire un peu le combien de temps il leur reste de manière rigolote. Alors, on commence tout de suite avec Lucie Lamarche, qui donc signe un article dans la revue Droits et libertés. Lucie est professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM et membre du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. Elle va nous parler de l'enjeu majeur du droit de la santé au Québec. À toi, Lucie. Merci, Catherine. Alors, je confesse d'emblée être absolument traumatisée par la clochette, mais je vais tenter de me contrôler et je salue le nombre impressionnant de participants et participantes qui sont avec nous en leur souhaitant évidemment une bonne soirée. Donc, j'ai la tâche de synthétiser, je pense qu'on peut dire comme ça, l'esprit du droit humain à la santé, qui est un peu l'animus de cette publication de la revue Droits et libertés. Et comme Time is Money, je me suis préparé des petites notes écrites. Donc, je ne vous étonnerai pas en vous apprenant qu'il n'y a pas d'équivalence entre le droit aux soins de santé et le droit à la santé. Le droit à la santé qui est cadré tant par l'Organisation mondiale de la santé que par les grands instruments internationaux des droits de la personne, ben, il va au-delà du diagnostic des soins médicaux et il est défini dans le cadre de référence des droits humains comme un état complet de bien-être physique, mental et social et non pas comme simplement une absence de maladie ou d'infirmité. Le droit à la santé, dans une perspective de droits humains, c'est donc celui de jouir d'une diversité d'installations, de biens, de services, de conditions nécessaires à la réalisation du droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint. Une telle présentation, déclinaison du droit à la santé, elle est donc codépendante de la prise en compte de l'analyse des déterminants sociaux de la santé, tout autant qu'elle met en évidence l'interdépendance de tous les droits humains. Quand on y pense bien, l'état général de bonne santé dépend, par exemple, de l'emploi tout croche ou pas tout croche qu'on occupe, du quartier qu'on habite et des marqueurs sociaux qui nous distinguent en constatant que tous et toutes ne sont pas égaux devant la pandémie, par exemple. On ne peut s'empêcher de reconnaître que l'état général de bien-être, c'est en tout temps un enjeu de justice sociale. C'est ainsi que s'impose, selon nous, la reconnaissance du droit à la santé dans toutes ses dimensions et dans l'ensemble des rapports d'indépendance que ce droit entretient avec les droits humains. Or, dans l'état actuel des choses, il n'existe pas
de parti pris favorable à l'approche populationnelle de la santé, laquelle favorise et promeut globalement la dignité humaine, rien de moins. La commercialisation, la centralisation des soins de santé nous réduit à notre état de corps, CORPS, ballotté au gré de la disponibilité et de la qualité variable des soins médicaux disponibles et, faut-il le dire, économiquement accessibles dans plusieurs cas. Le détenteur ou la détentrice du droit à la santé est donc ramené trop souvent à son état de consommateur averti et trop souvent, encore une fois, jugé responsable de son sort. Ainsi, et au-delà des tensions classiques entre le caractère public, privé des services et des soins de santé, se pose la question du droit à la santé comme un bien commun, un bien public et un enjeu de santé publique. Alors, la santé publique, pas seulement la santé publique pandémique, mais la santé publique, c'est un peu une chambre d'écho des déterminants sociaux de la santé. Et pour illustrer en peu de mots cette idée d'interdépendance de tous les droits humains, j'ai devant moi la liste de ce que c'est une liste variable, de ce que l'Association canadienne de santé publique estime être les déterminants sociaux de la santé, et je vous en donne une petite idée rapido. Donc, le revenu, l'instruction, le chômage, la sécurité d'emploi, les conditions de travail, le développement de l'enfant, l'insécurité alimentaire, le logement, l'exclusion sociale, le filet de sécurité ou de protection sociale, les marqueurs identitaires, le genre, la racisation, le statut d'autochtonie, l'invalidité. Et ça, c'est, considérez pas que c'est une liste complète mais incomplète, mais on voit bien qu'un droit humain ne peut pas, dans ce contexte, aller sans l'autre. Donc, la santé publique, elle approche le bien-être global comme un enjeu non seulement populationnel, mais aussi multidimensionnel, et non seulement comme un enjeu diagnostique. Elle a pour mandat de tisser les liens entre les enjeux de droits humains et le bien-être individuel et collectif. C'est un enjeu de justice sociale. En conséquence, la tension entre cette approche et celle stricte ou étroite des soins de santé et du diagnostic, voire du surdiagnostic, doit être résolue aux fins du respect du droit à la santé, notamment, pas seulement, parce que l'approche de la santé publique redonne aux citoyens son corps, CORPS, et son pouvoir de changer les choses. Alors, un tel énoncé a de nombreuses incidences sur l'organisation des soins de santé au Québec. Les lieux, les acteurs, le contrôle de la qualité et de l'accessibilité des soins, ne se résumant pas à des indicateurs de performance. Parce que tout détenteur de droits humains, dont le droit à la santé, a le droit à la participation et à la consultation. Se pose en matière de santé la question de la première ligne ou de la ligne communautaire de défense du droit à la santé et de dispensation des soins de santé. Question, qu'advient-il, qu'est-il advenu, par exemple, des cliniques communautaires? Alors, nul besoin de préciser que cette démocratie remet en cause notamment le pouvoir des médecins et de l'industrie de la santé, les groupes de médecine familiale n'étant pas, à ma connaissance, les champions de la gestion participative. Au contraire, ils ont jusqu'à un certain point avalé, asservi, dans notamment la foulée des réformes Couillard et Barrette, ce qu'il restait de ressources en santé publique disponibles. Le droit à la santé, entendu dans son sens large, transforme donc l'usager, une expression chérie par les méga-structures de gestion des services de santé. Il la transforme en un citoyen ayant le pouvoir d'agir sur son bien-être, celui des autres et son environnement. Cette aspiration n'évince d'aucune façon l'importance des soins de santé. Toutefois, elle bride l'ambition centralisatrice et commerciale du système au bénéfice du droit de toute personne à la santé. L'État, désolé. Le droit à la santé comporte donc des dimensions substantives
le concret, le réel, le tangible, l'accessibilité, la qualité, l'abordabilité, j'allais vérifier, c'est un mot dans le dictionnaire, et l'universalité des soins, mais aussi des dimensions processuelles ou de procédures participatives pour viser un système de santé au plus près des besoins du détenteur de droit. Donc, sous ces deux aspects, des réformes et des idéologies successives, dont celle de l'austérité avec un A majuscule, ont significativement porté atteinte au droit à la santé. Alors quoi? Il importe, me semble-t-il, de favoriser des mécanismes de contrôle d'un système de santé capable, d'une part, de prendre en compte la dimension populationnelle et démocratique du droit à la santé et, d'autre part, de mesurer, afin de les éradiquer, les faire disparaître, les discriminations qui sont à la clé de l'organisation actuelle des soins de santé. Et en clôture, peut-être que Catherine n'aura pas besoin de sa clochette, j'aimerais prendre 30 secondes pour vous ramener à l'article 2 d'une loi mal aimée, qui est la loi sur le commissaire à la santé et au bien-être, le pauvre commissaire qu'on a assassiné puis qu'on a ressuscité avec une figure un peu moins vigoureuse, mais néanmoins, cette loi définit un rôle à la santé publique et à ce personnage qui est un peu la vigie, le chien de garde du droit à la santé et d'une approche multidimensionnelle de la santé comme suit. On nous dit donc, aux fins d'améliorer la santé et le bien-être de la population, le commissaire, peut-être qu'on devrait dire serait au lieu de est, parce qu'il a perdu quelques plumes, responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en prenant compte de l'ensemble des éléments systémiques interactifs de ce dernier. Et il est aussi responsable de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale. C'est un mot-clé, ça par les temps qui courent, des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands domaines, aux grands enjeux, dans le domaine de la santé et des services sociaux. Vaste programme, mais programme nécessaire. Et prétentieusement peut-être, ce à quoi aspire ce numéro de la revue de la Ligue des droits et libertés, c'est d'ouvrir le vaste chantier en s'assurant qu'à la clé, il y ait une réflexion collective et participative, et j'ajouterais en désespoir de cause, pandémie ou pas pandémie. Et je vous remercie. Merci, Lucie. Donc, je t'ai épargné de la fée Clochette et tu nous mets bien la table. C'est éclairant, je pense, pour bien des gens. Et oui, on souhaite nourrir là, ce chantier ce soir. Vous en êtes à votre deuxième activité au sujet de votre dossier et vous avez une série de webinaires par la suite. Alors oui, on va mettre l'épaule à la roue pour que cette question-là avance. On sait que le néolibéralisme a des conséquences certaines sur la concrétisation du droit à la santé. Alors ce soir, on a invité Anne Plourde pour nous en parler. Anne, elle est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, et postdoctorante à l'Université York. Elle signe aussi un des articles dans le dossier de la revue Droits et libertés. À toi, Anne. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Je suis aussi très impressionnée par la participation à ce webinaire. C'est vraiment formidable de voir autant de personnes s'intéresser à cet enjeu du droit à la santé, mais aussi des alternatives qui sont aussi un sujet d'intérêt pour moi. Donc, j'ai bien hâte de voir la discussion qui va suivre aussi. Donc, moi, je vais vous parler des impacts du néolibéralisme sur le droit à la santé. Puis, je vais me concentrer sur deux types d'impacts, en fait. Premièrement, les impacts du néolibéralisme sur l'accès et sur la qualité des services de santé, des services sociaux.
mais aussi parce que, comme ça a déjà été dit à quelques reprises là, depuis le début du webinaire, je vais aussi m'intéresser aux impacts du néolibéralisme plus largement sur les conditions de vie, sur les conditions de travail, sur les rapports sociaux, parce qu'on sait que ce contexte-là plus global, c'est un des déterminants les plus importants pour la réalisation effective du droit à la santé. Donc, en ce qui concerne les impacts du néolibéralisme sur le système de santé et de services sociaux, je dirais qu'on pourrait le résumer en 3 manifestations principales, le néolibéralisme. Donc, en santé et services sociaux, il a pris la forme depuis les 40 dernières années de sous-investissement chronique, de privatisation et d'un virage vers ce qu'on pourrait appeler la nouvelle gestion publique. Et chacun de ces éléments-là a des impacts sur le droit à la santé. Donc, le sous-financement chronique, les vagues d'austérité, les épisodes de coupes budgétaires vont avoir pour conséquence une détérioration de l'offre de services dans le secteur public, va avoir pour conséquence une détérioration de la qualité des services qui sont offerts. Et donc, ça, évidemment, ça va avoir pour effet des difficultés grandissantes à avoir accès aux services qui sont nécessaires au moment requis. Et ces conséquences-là vont être encore plus importantes pour les groupes les plus vulnérables, les groupes discriminés, qu'on pense aux personnes racisées, aux femmes, aux personnes âgées comme groupe vulnérable. Donc, tout ça va aussi avoir comme effet une augmentation des inégalités sociales de santé parce que, comme ça a aussi été dit, c'est pas vrai que nous sommes toutes et tous égaux face à la maladie. La pandémie l'a assez bien illustré. Au niveau des privatisations, là, on se retrouve avec la sous-traitance, avec les partenariats publics-privés, avec une place de plus en plus grande au secteur privé dans le secteur des services à domicile, dans le secteur de l'hébergement, dans le secteur des services de première ligne avec les GMF qui ont pris la place qui aurait dû être dévolue au CLSC, qui étaient des cliniques publiques. Donc, tout ça va avoir pour conséquence de mettre la santé de la population et notamment des personnes les plus vulnérables entre les mains d'entrepreneurs privés dont la priorité n'est pas de répondre aux besoins de la population, mais bien de réaliser des profits. La privatisation, ça vient aussi très souvent avec une tarification des services et tout ça, ça aboutit à la consolidation d'un système qu'on dit à 2 vitesses où l'accès aux services dépend en fait des ressources financières des personnes. Et en fait, la qualité des services n'est même pas garantie dans un contexte comme celui-là pour les personnes qui ont la capacité de payer parce que l'impératif du profit va avoir comme conséquence une pression à la baisse sur les conditions de travail des travailleuses des services et donc aussi sur la qualité des services. Un très bon exemple de ça, c'est les résidences privées pour aînés pour lesquelles les résidentes et les résidents paient des loyers faramineux en échange de services dont la qualité laisse à désirer parce que la priorité, c'est le profit. Donc, on va miser sur un modèle d'affaires basé sur des conditions de travail, sur une exploitation du travail qui va dégrader la qualité des services. Encore une fois, les conséquences de tout ça, c'est une difficulté à avoir accès aux services, des conséquences plus importantes pour les groupes vulnérables, pour les personnes discriminées et encore une fois, une augmentation des inégalités sociales de santé. En ce qui concerne la nouvelle gestion publique, on pourrait résumer ce que c'est que la nouvelle gestion publique en disant que ce qu'on ne peut pas privatiser dans les services publics, on va le gérer comme une entreprise privée. Dans le système de santé, ça a pris la forme d'un virage important vers une gestion de plus en plus centralisée, de plus en plus bureaucratique et de plus en plus autoritaire aussi, donc une gestion top-down. Ça s'est réalisé par le biais de fusions d'établissements successives, par une élimination de la participation citoyenne et de la participation communautaire à la gestion des établissements, par l'imposition de méthodes de gestion industrielles. On peut penser à la méthode Lean dont on a davantage entendu parler, donc le minutage des interventions, la reddition de comptes très lourde pour les travailleuses et les travailleurs, la
mise en compétition des travailleuses et des travailleurs entre eux et elles. Aussi, on va assister dans ce mode de gestion-là à une tarification non seulement des services dans le secteur privé, mais même des services publics. Et tout ça va avoir des conséquences sur le droit à la santé parce que le droit à la santé, comme ça a été dit, implique aussi le droit d'exercer un pouvoir sur les services de santé. Et là, on se retrouve plutôt dans une situation où on a une absence de contrôle citoyen sur les services, ce qui aboutit aussi à une détérioration de l'accès et de la qualité des services. Et aussi la gestion autoritaire des relations de travail, des services, va avoir pour conséquence une détérioration des conditions de travail. Et ça, à terme, ça a aussi des impacts sur la qualité des services, l'accès aux services. On a eu des très bons exemples de ça là, dans les derniers mois. C'est devenu très clair que la détérioration des conditions de travail qui résulte de toutes ces mesures néolibérales-là, ça a généré des pénuries qui étaient déjà là avant la pandémie, mais qui sont devenues, qui ont montré toutes les conséquences les plus épouvantables dans un contexte comme celui de la pandémie. Mais ces conséquences-là étaient déjà bien présentes avant le choc de la COVID. Donc, ça, c'est pour les impacts du néolibéralisme sur le système de santé et de services sociaux. Mais au-delà du système de santé, le néolibéralisme a aussi d'autres impacts sur le droit à la santé en ayant des impacts sur ce qui a été nommé déjà comme étant les déterminants sociaux de la santé. Hein, ça a été dit, les facteurs les plus importants dans l'état de santé des populations, ce n'est pas d'abord les facteurs biologiques comme les virus, les gènes, les bactéries. Ce n'est pas non plus l'accès au système de santé, même si c'est très important. Ce qui est le plus important dans l'état de santé des populations, c'est les conditions de vie, les conditions de travail. Les inégalités sociales sont un des déterminants sociaux de la santé les plus importants. Les inégalités de revenus, les inégalités de pouvoir, la discrimination. Tout ça, c'est des facteurs qui jouent un rôle important dans la réalisation du droit à la santé. Et c'est pour ça que le droit à la santé, d'ailleurs, va inclure les autres droits sociaux, le droit de vivre dans un environnement physique et social qui est sain, le droit au logement, le droit au travail, etc. Or, le néolibéralisme a des impacts très importants sur l'ensemble de ces facteurs-là. Le néolibéralisme, c'est essentiellement un ensemble de politiques qui ont pour effet de faire un transfert de richesse, en fait, vers les plus riches et un transfert de pouvoir aussi vers ceux et celles qui ont déjà de plus grandes richesses et déjà plus de pouvoir. Et donc, ça va avoir un impact sur une détérioration, en fait, des conditions de vie et de travail de la majorité. Ça a aussi un impact, le néolibéralisme, sur les inégalités de richesse. On a constaté dans les 40 dernières années une explosion des inégalités presque sans précédent. Ça a aussi comme impact une perte de pouvoir citoyen sur les grands enjeux sociopolitiques ces enjeux-là sociopolitiques, pour la plupart d'entre eux, concernent la santé. Le meilleur exemple de ça, dont on entendait beaucoup parler avant la pandémie, mais dont on entend un peu moins parler depuis quelque temps, c'est la crise climatique. La crise climatique, c'est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme étant la principale menace à la santé humaine au 21e siècle. Et dans un contexte néolibéral où les populations ont très peu de pouvoir sur leurs dirigeants politiques, sur le contexte social dans lequel ils évoluent, c'est très difficile de forcer les dirigeants à prendre les décisions et à imposer les virages qui sont nécessaires pour être capable de faire face à cette crise climatique-là et de prévenir les impacts sur la santé les plus catastrophiques de cette crise-là. Donc, je conclus en disant que en fait, là, on va, je pense, dans les prochaines minutes, réfléchir à des approches alternatives en santé qui tiennent compte de ce type de facteurs-là. Et c'est très clair que ça prend une approche globale, pas seulement centrée sur le système de santé, pour être en mesure de vraiment penser une réalisation effective du droit à la santé. Donc, je vous remercie.
Merci beaucoup, Anne. Tu nous as bien expliqué l'importance de sortir de l'emprise idéologique du néolibéralisme. On en parle depuis longtemps dans nos revues respectives. En ce moment, on entend beaucoup parler du système de santé, de la COVID, de la santé publique, et ce dont on n'entend pas beaucoup ou assez parler, entre autres, c'est justement d'autres approches de la santé, notamment l'approche en santé communautaire qui est si importante en général et dans ce contexte de pandémie aussi. Jocelyne Bernier va nous en parler. Jocelyne, elle a été dans les pionniers, si on veut, à la clinique de Pointe-Saint-Charles, la célèbre clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, et elle a été la coordonnatrice de la chaire sur les approches communautaires et les inégalités en santé à l'Université de Montréal. Elle co-signe avec Mireille Audette un des articles de la revue Relations. Alors, Jocelyne, à toi la parole. Merci. Bonsoir à tous. Avant de vous présenter brièvement l'approche en santé communautaire, j'aimerais la situer quand même en lien avec le contexte actuel. Je suis plus une personne de terrain et je vais en parler assez concrètement. Ça m'amène à sortir du cadre de ce qu'on appelle le système de santé. En fait, c'est surtout un système de soins. Loin de moi l'idée, comme d'autres l'ont dit avant moi, qui n'est pas important, mais il pourrait être moins débordé si on intervient en dehors et avant le cabinet médical ou l'hôpital, qui retiennent souvent l'attention et surtout la majorité des ressources en santé. Comme on l'a dit, la pandémie de COVID-19 a aussi mis en lumière certains aspects du travail de la santé publique. Actuellement, les directions de santé publique jouent surtout un rôle de surveillance, de prévention et de protection de la santé. Ils surveillent l'évolution de la pandémie. On voit qu'ils produisent plusieurs données sur ce sujet. Ils font des recommandations pour prévenir la contagion. Il y a encore de la vaccination pour protéger de l'infection. Mais limiter la santé publique à ces fonctions-là, ça serait une vision étroite des stratégies pour améliorer la santé des populations. Il faut aussi travailler à ce que j'appelle la promotion de la santé. Dans le marathon actuel pour limiter les ravages de la pandémie, l'attention s'est portée surtout sur les comportements individuels qui sont nécessaires pour limiter la propagation du virus et éviter le débordement du système de soins. Bien sûr, on se préoccupe de la plus grande fragilité de certaines personnes à cause de l'âge ou de leurs conditions de santé préexistantes. Mais en promotion de la santé, comme on l'a dit, il faut regarder plusieurs facteurs qui influencent l'état de santé de la population, même s'ils ne causent pas directement une maladie particulière chez un individu. C'est évident, comme l'ont souligné les deux présentatrices avant moi, qu'on n'a pas tous le même moyen, que ce soit au plan du revenu, de l'emploi, des conditions de logement, en sécurité alimentaire, dans le soutien social. Il y a là beaucoup d'inégalités sociales et de santé. Et la pandémie a pour effet de révéler et d'accentuer ces inégalités-là. C'est connu. Plusieurs médias ont relayé des publications de la Direction régionale de Montréal en santé publique ou de l'Observatoire québécois des inégalités qui montrent qu'on est inégaux face à la pandémie, que ce soit, comme on l'a dit, des écarts hommes-femmes, des emplois qui sont plus à risque dans les services essentiels ou la contagion accrue dans des milieux où on vit à plusieurs dans des tout petits logements. En fait, l'approche en santé communautaire, elle est attentive à ces réalités. C'est d'abord une approche qui est enracinée dans les besoins, les opportunités et les contraintes d'une communauté. Elle mise sur les ressources de la collectivité et ses réseaux communautaires pour stimuler l'implication des gens dans les efforts pour assurer le soutien social et améliorer leur environnement. Elle met l'accent sur la santé de toute la population dans une collectivité et vise à réduire les inégalités sociales de santé. En conséquence, l'approche en santé communautaire, elle s'appuie sur une intervention de proximité qui est ancrée dans le milieu. Elle mise sur la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la prise de décision et à la mise en œuvre des stratégies pour améliorer leurs conditions de vie et de santé.
Comme on l'a souligné, cette approche-là est développée depuis plus de 50 ans dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Elle a été portée par la clinique communautaire qui a mené plusieurs luttes pour conserver un mandat de CLSC tout en gardant un conseil d'administration de citoyens élus en assemblée de quartier. C'est aussi une approche qui s'est traduite dans nos services. La clinique a été à l'origine de différents organismes communautaires qui sont maintenant autonomes, que ce soit en santé mentale, en soutien aux familles ou dans le domaine de la réinsertion des jeunes. Il y a aussi une équipe qui est particulièrement dédiée au développement communautaire qui s'adresse aux conditions de vie de l'ensemble de la collectivité, ce qu'on trouve rarement même en CLSC. En somme, cet ancrage local-là, c'est tout le contraire de la dernière réforme du système de santé qui a créé les méga 6 et CIUS, qui, à mon avis, n'ont pas été très efficaces dans la gestion de la pandémie. Je me permets de le dire. En santé communautaire, il s'agit aussi de tenir compte des personnes à qui on s'adresse, de leurs conditions de vie, de leur savoir-faire, de leurs habitudes de vie quotidienne, de leurs relations sociales, de leur façon de communiquer leur expérience subjective. Tout ça, ça influence les comportements reliés à la santé, les attitudes des face aux professionnels ou aux institutions de santé. Même un programme bien pensé en santé publique peut avoir un impact limité s'il ne tient pas compte de ces facteurs qui en limitent l'accès et la compréhension, autant chez les populations marginalisées ou moins favorisées que chez les personnes d'autres cultures, qu'elles soient autochtones ou immigrantes. Il y a là une distance culturelle. Il y a, je pense, à l'anthropologue Raymond Massé qui a amené une contribution intéressante dans son livre Culture et santé publique, qui date même de 1995, mais qui devrait être remise à l'ordre du jour. On constate aussi cet écart-là dans les soins. Certaines études parlent de la littératie en santé pour comprendre pourquoi une personne ne suit pas les recommandations des professionnels, soit qu'elle n'a pas bien compris ou qu'elle n'a pas osé poser ses questions, ou bien que le professionnel n'a pas pris en compte ses conditions de vie. Enfin, l'approche communautaire en santé a mis sur l'action concertée avec des partenaires externes au système de santé, qui sont au système de soins, je devrais dire, qui sont importants et complémentaires. Je ne vous surprendrai pas en disant que beaucoup de ces enjeux sont au centre de l'action des réseaux communautaires. Pendant la pandémie, dans plusieurs quartiers de Montréal, avec des moyens limités et grâce à une connaissance fine des besoins de leur communauté, plusieurs organismes communautaires ont réagi rapidement pour répondre aux besoins des populations vulnérables qui étaient fragilisées par la pandémie. Juste quelques exemples. Il y a des organismes qui ont mis beaucoup d'efforts pour garder le contact vivant avec leurs participants en confinement. Je pense aussi, par exemple, dans le secteur de Côte-des-Neiges, où les groupes ont fait circuler des haut-parleurs avec des capsules multilingues, une idée qu'on reprend maintenant dans d'autres quartiers. Il y a eu aussi des partages de ressources humaines entre les organismes pour soutenir les banques alimentaires qui étaient débordées par la demande puis qui devaient en plus faire des livraisons. Un dernier exemple, c'est les balconnades qui ont eu lieu devant des habitations pour aînés pour briser leur isolement. Au plan régional aussi, les réseaux communautaires ont identifié rapidement les conséquences des mesures de confinement pour réclamer une aide d'urgence. Je pense par exemple en violence conjugale et familiale, pour réclamer des logements abordables en plus grande quantité et dernièrement pour soustraire les personnes itinérantes de l'application du couvre-feu. Ce que je veux souligner, c'est que ces stratégies-là ne sont pas nouvelles. En 1986, ça fait déjà 35 ans, l'Organisation mondiale de la santé a adopté la Charte d'Ottawa en promotion de la santé. Elle s'appelle la Charte d'Ottawa parce qu'elle a été adoptée dans une conférence internationale qui s'est tenue là. Cette charte identifie 5 grandes stratégies pour agir sur la santé des populations. D'abord, développer des politiques publiques favorables à la santé. Créer des milieux de vie favorables à la santé, renforcer l'action communautaire, soutenir le développement des capacités individuelles et réorienter les services de santé. Ces stratégies sont au cœur de l'approche communautaire, mais n'ont pas toujours été pleinement assumées par les gouvernements et les institutions de santé.
Il y a quand même des initiatives de santé publique pour travailler avec des partenaires comme les municipalités. Je pense au Réseau québécois de villes et villages en santé qui est né en 1988 dans la foulée de la conférence de l'Organisation mondiale de la santé. Le milieu communautaire porte aussi cette approche depuis plusieurs années. Je pense aux luttes pour la reconnaissance de l'action communautaire autonome avec un financement qui est basé sur leur mission et pas seulement financement par programme qui encadre l'action limitée avec des objectifs prédéfinis. Plus récemment, je veux souligner aussi, depuis 2006, l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. C'est un partenariat entre la Direction régionale de santé publique, la Ville de Montréal, Centraide et 30 concertations intersectorielles de quartiers en développement communautaire. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on finance un processus en laissant le soin au milieu d'analyser et de prioriser l'action collective locale à mener plutôt que d'imposer des objectifs préétablis dans des programmes tout ficelés d'avance. Il y a des études sur la production des effets de cette action intersectorielle qui ont été menées par la chaire Approche communautaire inégalité de santé ou par le centre Léa Robach sur les inégalités de santé sociale et de santé. Je vais conclure justement en disant qu'à mon avis, pour réussir une sortie de la crise actuelle, une approche en santé communautaire qui est préoccupée des conditions et des environnements sociaux doit être soutenue et consolidée, tout en sachant qu'elle ne peut pas remplacer des politiques publiques visant la réduction des inégalités et l'équité en santé. Je rejoins les conférencières précédentes parce que pour moi, c'est une question de droit à la santé. Le droit à la santé, ce n'est pas seulement une question d'accès aux soins, c'est beaucoup plus large en sachant que la santé, c'est à la fois le résultat de nos conditions de vie, mais aussi un potentiel à partager pour agir en vue d'améliorer nos conditions. Merci. Merci, Jocelyne. Quelle belle conclusion. Il nous a rappelé, M. Massé, c'est vrai que c'est un livre que les gens devraient relire aujourd'hui, même si on est des années plus tard. Il nous parle, M. Massé, dans son livre, entre autres, on a tendance à placer toujours les gens dans une relation unique avec le système de santé. Alors que dans nos vies, chacune en général, quand on a un problème de santé mentale ou physique, ça ne se passe pas comme ça. On va d'abord faire appel à notre communauté, à nos proches qui vont nous transmettre différents savoirs, même si on dit que les savoirs populaires sont déclinants. Puis on va aussi aller vers des approches alternatives ou complémentaires. Beaucoup d'entre nous, on va aller massothérapie, ostéopathie et tout ça, on va aller vers l'alternative, puis on va peut-être aller vers la médecine conventionnelle dans un troisième temps. Alors que tout essaie de nous faire croire qu'on est dans une relation toujours unique avec le système de santé, mais l'anthropologie en santé a démontré autre chose là, à travers l'histoire. Alors, en parlant d'anthropologie, on en a un célèbre avec nous, Gilles Bibeau, qui est professeur émérite au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, spécialiste en anthropologie médicale et membre du comité de rédaction de la revue Relations. On en est très heureux. Et on a invité Gilles ce soir pour conclure le panel avec une perspective qui nous ramène à quelque chose de beaucoup plus large sur la question de la santé en lien avec l'écologie. Alors, Gilles nous parle de l'importance de l'approche écosystémique en santé pour le présent et pour le futur. Voilà, merci beaucoup, Catherine. Dans l'esprit donc du texte qui est paru dans Relations, je voudrais faire dialoguer Pasteur et Hippocrate. Évidemment, Pasteur nous a permis de bien comprendre l'action des agents infectieux qui entrent immédiatement en contact pour produire la maladie. Tandis qu'Hippocrate, dans ses grands traités sur les épidémies, nous a montré qu'il y a une chaîne extrêmement longue qui intervient. Et si les avancées de Pasteur
ont été extraordinaires par la production des vaccins et tout ça, donc l'identification des agents infectieux eux-mêmes et pouvant lutter, donc on pouvait lutter contre tout cela. Hippocrate nous force à remonter beaucoup plus loin. Alors, c'est autour de tout ça que je vais réfléchir avec vous. Alors, je commence par quelques questions comme point de départ et beaucoup de choses de ce que je vais dire, je vais l'appliquer aux pandémies. Ça vaut aussi pour les maladies de civilisation, les cancers, les diabètes, etc. Alors, quelle est donc cette chose qui nous arrive aujourd'hui? Il s'agit d'une pandémie, nous le savons, qui est produite par un virus, le coronavirus. Mais d'où vient, et c'est la question que poserait Hippocrate, d'où vient ce virus, pourquoi est-il apparu maintenant et comment est-il apparu? Et il ne suffit pas de dire que probablement c'est autour ou dans le marché de fruits de mer et d'animaux de Wuhan que tout a commencé. Il faut pouvoir remonter beaucoup plus loin. Mais une chose est certaine, c'est que derrière la COVID-19, beaucoup de chercheurs entrevoient le spectre de nombreuses autres pandémies qui apparaîtront dans les années qui viennent. Au cours des dernières 17 ans, c'est la troisième fois que les coronavirus sont à l'origine d'épidémies. On a eu le SRAS, on a eu le MERS et maintenant le coronavirus. Et dans ces trois cas, le réservoir des agents pathogènes se trouve chez des animaux. Sans aucun doute, la chauve-souris pour le SRAS et pour le COVID-19, les camélidés, les chameaux, pour le MERS. Et il faut nous interroger, et c'est à ça que ça nous conduit, ce constat, sur les relations que les humains entretiennent avec les animaux et avec les virus, les bactéries qui les habitent. Se pourrait-il que ces nouvelles épidémies, à répétition, soient le résultat de déséquilibres que les humains ont introduits dans la nature? Or, accaparés par l'urgence de répondre aux conséquences de la présence du coronavirus, aucun gouvernement et peu de penseurs, il faut le dire, n'ont eu le temps de s'interroger sur les facteurs qui sont à l'origine de ces déséquilibres introduits par les activités et les comportements des humains. Aucun pays n'a esquissé le moindre programme préventif pour éviter de futures pandémies. On nous répète continuellement qu'il faudra bien un jour retourner à la vie d'avant. Alors, que peut dire un anthropologue médical de tout cela? D'abord que nous sommes confrontés à un phénomène qui est vieux et en même temps nouveau, hyper intéressant sur le plan anthropologique, inquiétant pour l'avenir de la vie sur notre planète. Est-ce que nous serions rentrés ou sommes en train d'entrer dans l'ère des pandémies? Pour certains, ce qui nous arrive est un avertissement, un wake-up call. La nature, par nos atteintes répétées à la biodiversité, nous ferait signe avant que des déséquilibres plus graves ne se produisent. Ce qui nous arrive serait donc le signe annonciateur. Certains iront très loin en utilisant le mot d'une possible apocalypse éco-biologique, ignorée et refoulée, tant le sentiment de notre toute-puissance technologique, héritée de l'idéologie du progrès, nous habite. Pour d'autres, nous sommes entrés véritablement dans l'ère des pandémies qui seront plus fréquentes, plus mortelles, plus coûteuses et s'étendant à l'échelle planétaire.
C'est le cas des chercheurs de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la diversité et les services écosystémiques. C'est un analogue du GIEC, mais pour le domaine de la santé. Or, dans son rapport Pandémie, une production industrielle de la fin de 2019, les chercheurs soutiennent que l'apparition des dernières épidémies est corrélée directement à nos modes industriels d'élevage des animaux, entassement des bêtes, surusage des antibiotiques, regroupement d'animaux génétiquement homogènes, milieu d'élevage aseptisé, tout cela rendant le moindre pathogène extrêmement ravageur. Que c'est également lié à nos pratiques agricoles, agriculture intensive, surusage des pesticides, et relié aussi à nos systèmes alimentaires, la surproduction des viandes, et qui joue un rôle majeur dans l'apparition des nouveaux pathogènes. Comment alors l'approche écosystémique permet-elle de comprendre les liaisons entre les activités humaines, nos modes de vie et la production des pandémies? L'approche écosystémique fournit un cadre de pensée qui est basé sur la compréhension et la reconnaissance des interdépendances écologiques et sociales. Elle s'appuie sur deux concepts principaux pour penser les relations entre les facteurs humains et biologiques à l'origine des déséquilibres naturels et qui favorisent l'apparition de ces épidémies. C'était déjà le cas pour la peste, pour la grippe espagnole, pour le choléra, la variole et deux épidémies sur lesquelles j'ai travaillé en Afrique, l'Ebola et le VIH-Sida. Dans ce cas-là, ce ne sont pas des coronavirus, ce sont des filovirus et des rétrovirus. Donc, premier concept fondamental, la notion de rupture pathogénique. Les microbes, bactéries, virus, représentent un élément clé de toutes les formes de vie, plantes, animaux, et font partie intégrante du corps humain. Dans la plupart des cas, dans la très grande majorité des cas, ces organismes microscopiques, invisibles, ne causent pas de problème. Ils sont même bénéfiques, puisqu'ils n'ont pas intérêt à détruire l'hôte qui les fait vivre. Sur les millions d'années du long temps de la nature, ces micro-organismes ont appris à vivre ensemble, en établissant des équilibres. Il y a pathocénose. Lorsque des déséquilibres se produisent chez certains micro-organismes qui de positifs deviennent agressifs, et cela se fait par les processus habituels d'adaptation, les principes darwiniens, tout simplement. Il faut expliquer pourquoi se fait un tel passage du rôle positif à un rôle négatif d'un certain virus, catégorie de virus. Et cela nous force à étudier précisément, à remonter la chaîne en essayant de voir l'impact des activités humaines sur le monde microbien lui-même. Deuxième principe, deuxième grand concept qui est au cœur véritablement de l'approche écosystémique, c'est le passage interespèces des agents infectieux. Le modèle écosystémique permet d'étudier les chemins empruntés par les agents pathogènes dans le voyage qui les fait passer des animaux où ils s'habitent, hôtes, aux humains. Un très fort pourcentage des maladies émergentes est le fait de bactéries ou de virus qui sont de fait présents chez les animaux. Et il faut se rappeler que les mammifères, il existe 5500 espèces de mammifères et 40% sont des rongeurs là-dedans
des chauves-souris, 20%. Par exemple, dans le cas d'Ebola, elles jouaient un rôle extrêmement important. Les singes également, les porcs, les poules, les oiseaux, qui agissent comme hôtes intermédiaires dans la transmission de l'agent infectieux lorsque le déséquilibre s'est produit chez l'animal en question. Ce passage peut être favorisé éventuellement par une mutation de l'agent infectieux, du virus, et qui doit s'adapter à l'environnement, au milieu biologique humain. Et pour assurer sa survie chez les humains, lorsqu'il y a transmission d'humain à humain, d'autres mutations se produisent, ce sont les variants. Quelques conclusions là-dessus. L'approche écosystémique nous fait prendre conscience du fait que l'anthropocène n'est pas un vain mot, que les humains constituent bel et bien la principale force de transformation de la Terre et de tout ce qui vit sur notre planète. Notre entrée dans l'ère des pandémies nous force à nous interroger, cette fois du point de vue des pathocénoses, sur l'ampleur des empreintes de l'humanité sur la partie vivante. Ça nous force à porter ultimement un regard critique sur nos manières de vivre. L'humanité a connu 6 grandes ruptures pathocéniques. Un grand nombre de chercheurs qui travaillent sur les rapports entre les humains et les autres formes de vie, particulièrement les animaux, sont portés à penser que nous sommes en train de rentrer dans la 7e grande rupture pathocénique et qui pourra menacer la vie sur la Terre. Alors voilà quelques réflexions d'un anthropologue médical qui essaie d'approcher les problèmes de santé du point de vue des habitudes, de l'inégalité sociale, bien sûr, des déterminants et tout ça, mais qui vient les compléter dans cette dimension des styles de vie que nous avons. Ça pose énormément de questions pour l'avenir. Alors, Catherine, pas de petite clochette? Merci. Oui, merci Gilles. Non, la fée clochette n'apparaît qu'une seule fois. Merci beaucoup. Alors, je salue, permettez, je salue Giglio qui est là, qui ne me reconnaît pas peut-être, Gino Brunelli, Bon. puis Céline Poisson, elle est loin quelque part, Célia, etc., des anthropologues que j'ai reconnus là dans l'ensemble. Voilà. C'est bien, il y a toutes sortes de monde avec nous ce soir, vous êtes nombreux. Je vais faire tout de suite quand même une petite invitation avant de continuer pour rappeler que si vous voulez poser une question ce soir, il faut procéder par le canal de conversation, par le chat et pas en levant la main. On est beaucoup trop nombreux pour procéder par des mains levées, des prises de parole vocales, malheureusement. Donc, on procède comme ça. Vous formulez vos questions dans le canal, le chat, en l'adressant spécifiquement à questions. Et comme ça, ma collègue Elisabeth va voir votre question et va pouvoir la transmettre à nos invités. Alors, merci de votre collaboration pour ça. C'est sûr que c'est un peu plus frustrant, les formules où on ne peut pas prendre la parole directement. Alors, j'aimerais ça citer Gilles avant de continuer un peu faire du pouce sur ce qu'il nous dit qui est très grave. Dans son texte, il écrit concernant l'humanisme médical, il dit « L'humanisme médical a inventé se doit d'envisager les humains du point de vue de leur parenté avec les autres vivants. » Et donc, puis c'est bien de ça dont il vient de nous parler aussi, c'est l'ensemble de nos sociétés qui doivent apprendre à envisager les humains du point de vue de leur parenté avec tous les autres vivants, les autres espèces, si on espère bâtir un monde meilleur et préserver le monde dans lequel on veut vivre. C'est des questions monumentales, ce sont des questions monumentales.
Je pense que nos panélistes, en attendant que vous formuliez vos questions, vos interrogations, gênez-vous pas, pourraient peut-être nous aider un peu à justement à faire le pont. Il y en a beaucoup, on a choisi deux invités par revue. On a voulu montrer un peu aussi une diversité de ce qu'il y a dans les numéros, puis faire des liens qui nous semblaient intéressants, mais je pense que nos panélistes eux-mêmes pourraient nous aider comme spectateurs à faire ce pont entre la question du droit à la santé au Québec et l'importance des approches alternatives, compléter un peu ce qui a été dit ce soir à cet égard-là. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait nous dire quelques mots là-dessus? J'ose, mais je suis un peu, Vas-y, Lucie, le temps que les gens formulent leurs questions. je suis un peu ébranlée par l'annonce de la 7e rupture. Pato, aidez-moi, Monsieur Bibeau. Alors, je sais que c'est un cliché, mais c'est extrêmement difficile, je trouve, de s'extraire de la pandémie pour réfléchir dans les temps actuels. Alors, j'aurais deux commentaires, puis c'est peut-être des commentaires de désespoir un peu, là, même si ce n'est pas dans ma nature. Alors, en écoutant M. Bibeau, je me demandais de manière très concrète pourquoi diable les abattoirs commerciaux n'ont-ils pas été fermés depuis quelques mois? Alors, je ne veux pas démarrer un débat sur les Cargill, les Olimel de ce monde. Une horreur, d'ailleurs, c'est dantesque, ça, si vous n'avez jamais visité un abattoir commercial, mais ce qui me frappe, c'est l'échec finalement de l'écosystémisme parce que le discours de la santé publique envers les abattoirs, ne parlons que des abattoirs québécois, ça a été les absents, donc les travailleurs contaminés, le nombre est sous contrôle. Mais en écoutant M. Bibeau, ça m'a tout à coup frappé qu'il n'y a pas eu l'ombre du poil de la queue du chat d'une allusion au vaste portrait que propose le travailleur Bibeau, peut-être parce qu'on est trop nigo pour comprendre ou qu'on ne veut pas nous inviter à y réfléchir. Mais ça, c'est un peu la quintessence de la quintessence. Et dans le même ordre d'idées, c'est l'étroitesse avec laquelle on parle de santé dans le contexte qui est le nôtre depuis près d'un an, parce que je ne suis pas la spécialiste de l'analyse du discours, mais notamment ce qui systématiquement revient à chaque point de presse, c'est ni l'humain, ni son environnement, ni la santé au sens systémique ou large ou le droit à la santé, c'est la pression sur le système de santé. Alors, quand on y pense 2 secondes, c'est un peu comme si on nous dit le virus attaque le système de santé. Il n'attaque pas les humains. Et puis, on en oublie même qu'il y a des humains dans le système. Donc, vraiment, je veux remercier M. Bibeau de m'avoir brassé les puces, là, parce que je trouve que ça aide beaucoup à faire des liens entre chacune des interventions précédentes, parce que finalement, ça n'a pas l'air que c'est l'État qui va se préoccuper d'écosystémisme en matière de santé. Il est absolument certain que l'équipe autour du docteur Arruda et du Premier ministre prennent leur décision de fermeture ou d'imposer un certain nombre d'interdits sans considération pour les approches écosystémiques. Les abattoirs, c'est un milieu de travail comme une sidérurgie pour eux, comme les écoles, c'est un milieu où se regroupent des personnes, etc. Les décisions sont prises en fonction de ça. Il n'y a eu aucune réflexion pour essayer de remonter. Maintenant, il y a une équipe de chercheurs de l'OMS qui se trouve à Wuhan. Et là-dedans, il y a des grands spécialistes qui mettent en relation
les comportements humains, nos conduites dans toute une série de secteurs, nos secteurs alimentaires, et ce qui a pu se passer donc à Wuhan. La réflexion va se faire, il faut qu'elle démarre parce que ces gens-là qui suivent de très très près ce qui est en train de se passer, des déséquilibres peuvent apparaître à beaucoup d'endroits. Par exemple, les abattoirs, c'est fondamentalement des contrôles de qualité de la viande en tant que comestible pour les humains. C'est des chaînes d'abattage absolument incroyables. Il faudra aussi faire une petite réflexion éthique sur ces choses-là, bien sûr. Gilles, on est prêt pour une série de questions. Elisabeth nous fait signe, alors je lui cède la parole. Oui, merci Catherine. Alors, je vais orienter quelques questions qui se recoupent sur la question donc de l'action. Bon, je vais vous les lire là. L'action individuelle doit certainement être liée à l'activité collective. Comment? Une autre, quelles seraient les actions personnelles que vous pourriez recommander pour faire tourner la roue de la société vers une approche plus écosystémique? Je continue. Que faire pour mettre de l'avant des initiatives structurantes en santé communautaire lorsque l'État ne travaille à les détruire? Et finalement, comment retrouver notre pouvoir vis-à-vis le pouvoir médical et de toutes ses ramifications pour nous rendre les soins de santé? Alors, vers la participation citoyenne, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Je peux me lancer. Je pense, en tout cas, ce que j'ai compris aussi, j'ai trouvé très intéressante la présentation de Gilles. Je trouve que le regard est vraiment très focalisé et on perd de vue finalement l'environnement social, les inégalités et l'environnement dans son ensemble avec l'ensemble du vivant. En tout cas, pour ce qui est de la première question sur les actions individuelles, je pense qu'il y a toute la question de l'épuisement de la Terre avec nos modes de consommation, que ce soit alimentaire, de transport ou autre. En ce qui concerne les façons de développer, je pense que la participation citoyenne, je pense que c'est une clé, en tout cas dans ce que j'ai vécu. C'est une clé pour vraiment ramener la perspective du milieu, de la collectivité à l'intérieur du système de santé. Le système s'est spécialisé, il y a des aspects positifs à ça, mais il n'y a place pratiquement que pour la spécialisation médicale en général et super spécialisation médicale au niveau des centres hospitaliers. Je pense que les revendications en termes de transformation, notre système de santé va être questionné à la sortie de la pandémie. Et je pense que là aussi, il va avoir lieu de faire une mobilisation citoyenne pour modifier le système de santé et surtout y introduire la participation des gens comme c'était auparavant. C'est le levier, à mon avis, pour introduire l'ensemble des préoccupations, que ce soit les préoccupations écologiques, les préoccupations des inégalités sociales de santé, des conditions de vie, de l'équité en santé. Alors, je m'arrête là-dessus pour premier commentaire pour laisser place à d'autres. Je crois que Gilles, tu veux continuer là-dessus? Oui, je voudrais continuer. Pour qu'il y ait une mobilisation sociale, il faut une prise de conscience. Il faut que les gens soient conscients que nous sommes à un point tournant. Il a fallu beaucoup de temps pour faire prendre conscience de l'inégalité en santé. Les déterminants sociaux nous ont permis de voir que nous ne sommes pas tous égaux, en dépit de ce que disent les
l'agenda des droits humains. Et comment est-ce qu'on peut prendre conscience? Si nous regardons la manière dont fonctionnent les systèmes sociaux aujourd'hui, c'est des mouvements. Pensons à MeToo, par exemple. Pensons à Black Lives Matter. C'est un mouvement tout à coup qui entraîne tout un groupe et qui initie des transformations. Je ne crois pas qu'il faut attendre de la part du gouvernement parce que les gouvernements, la politique est trop liée à l'économie et pour l'économie, il n'y a pas de limite. C'est toujours les vieux principes que le progrès est lié à la technologie et l'impact de la technologie et son impact négatif, ça ne gêne pas beaucoup. Donc, ça va être d'en bas, véritablement, pas uniquement au niveau individuel, ça va avoir un impact au niveau individuel, mais à mon avis, c'est des mouvements de gens qui ont pris conscience et puis qui, petit à petit, vont permettre de peut-être changer les choses. Mais ce que l'anthropologie nous apprend quand nous regardons la place des grandes avancées technologiques, c'est que chaque fois qu'une nouvelle technique a été mise au point, elle a été adoptée par les humains parce qu'elle amenait de la facilité, parce qu'elle rendait plus simple le travail, etc. Et on ne s'est pas toujours préoccupé de voir quels étaient les effets pervers qu'elle pouvait produire. On retourne à Elisabeth. Oui. Alors, il y a des questions en lien avec, par exemple, l'emprise du complexe médico-pharmaceutique. Est-ce que un panéliste voudrait nous parler de son influence là, sur l'accès à la santé? Une autre, comment changer l'approche médicale qui est centrée sur le corps et la biologie sans inclure des aspects de société, peut-être les déterminants sociaux? Est-ce que cela passe par des politiques publiques? La question aussi, est-ce que c'est un mythe, l'universalité du droit à la santé ou au droit aux soins de santé? Alors, est-ce que c'est de plus en plus un mythe ou ça a toujours été un mythe? Je pourrais rajouter. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait commenter, répondre? Moi, je pourrais peut-être intervenir en précisant d'abord que, en fait, en dévoilant mon passé de politologue, ma formation est principalement en sciences politiques, donc j'ai tendance à aborder ces enjeux-là dans une perspective politique et donc dans une perspective qui met au cœur de ma vision des choses les rapports de pouvoir entre groupes sociaux. Puis j'aurais tendance à dire que cette vision-là de la santé qui est très centrée sur le biomédical, qui est très centrée sur les individus, bien, c'est à mettre en lien avec les rapports de pouvoir qui traversent nos sociétés. Il y a dans cet accent-là sur le biomédical quelque chose d'intéressant pour... en fait, il y a le fait que cet accent-là sur le biomédical permet d'évacuer justement toutes les dimensions sociopolitiques de la santé, permet d'évacuer permet de faire oublier que pour être en santé, il ne faut pas seulement mettre en place des actions individuelles, mais il faut aussi peut-être se mobiliser collectivement pour transformer les conditions dans lesquelles on vit, dans lesquelles on mange, dans lesquelles on travaille, dans lesquelles on produit la nourriture, etc. Et ce genre de mobilisation collective-là, leur succès ou leur échec ou leur difficulté ou leur facilité dépendent du contexte sociopolitique plus général. Là, moi, j'ai parlé de néolibéralisme.
comme étant justement le contexte sociopolitique dans lequel les luttes potentielles ou réelles se mènent depuis une quarantaine d'années. Et ce contexte-là, le néolibéralisme, on a souvent tendance à le comprendre principalement comme une idéologie, et c'est effectivement une idéologie, mais ce n'est pas seulement une idéologie. Le néolibéralisme, c'est aussi un projet politique. Et c'est un projet politique qui est parvenu à s'imposer grâce à un rapport de force qui est favorable à ces groupes-là qui ont réussi à imposer le néolibéralisme comme projet politique. Mais il y a eu d'autres époques où le rapport de force était plus favorable aux mouvements sociaux, aux mouvements syndicaux, aux mouvements féministes. Et c'est justement dans ces périodes-là qu'on a vu émerger des modèles alternatifs au modèle très centré sur le biomédical. Donc, les cliniques populaires dont parlait Mme Bernier qui ont émergé à la fin des années 60, durant les années 70, tout le modèle des CLSC qui s'est inspiré des cliniques populaires, qui a émergé aussi durant les années 70. Ces modèles-là émergent dans un contexte sociopolitique de grande mobilisation qui traverse l'ensemble des sphères de la société et ça se manifeste aussi dans la sphère de la santé. Depuis les 40 dernières années, le retour d'une conception très individualiste, très centrée sur les facteurs biomédicaux accompagne le virage néolibéral qui affecte aussi toutes les sphères de la société. Donc, c'est, à mon avis, des mobilisations collectives qui vont permettre de revenir de renverser ce rapport de force-là qui est défavorable à la grande majorité de la population, puis de revenir à des modèles alternatifs qui insistent davantage sur les causes sociales de la maladie, qui passent par des mobilisations sociopolitiques pour transformer nos conditions de vie, les rapports de pouvoir, réduire les inégalités sociales, etc. Donc, oui, merci. Je pense que Lucie aimerait intervenir, puis Jocelyne. Bon, est-ce que Lucie... Vas-y, Jocelyne, en bon, je vais y aller. En fait, ce que je constate, c'est que ces rapports de pouvoir-là ont comme déplacé le centre de gravité vers le système de soins avec les développements technologiques, le pouvoir médical qui s'est affirmé. Vous savez, les CLSC, les médecins n'en ont jamais voulu. C'est ça qui a mené un peu à l'échec de toutes les CLSC. Mais je pense que je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il y a tout le mouvement communautaire, puis que je trouve qui est intéressant parce qu'il fait le joint entre les droits sociaux et la question de la santé. Pas toujours de façon totalement consciente, mais tout le regroupement intersectoriel des organisations communautaires en santé qui relèvent des mouvements féministes, différents mouvements sociaux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pain sur la planche et peu de ressources, mais il y a là possiblement, en tout cas, moi je le souhaite, j'y suis impliquée encore, un levier pour amener une contre-vision de l'hyper-technologisation de ce qu'on appelle la santé, mais qui est au fond le système de soins. La santé, moi, je pense que c'est beaucoup plus large et c'est là peut-être quand on va se questionner sur quels ont été les résultats de la pandémie. Il va falloir ouvrir un large débat, à mon avis, à ce sujet-là. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes et il y a des nouvelles questions qui sont formulées. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Lucie, puis après on prend les dernières questions? Alors, vas-y, en ouvrant ton micro. J'étais interdite de micro. Ah. Évidemment, d'aucuns diront que je prêche pour mon village, mais je suis très, très sensible à l'argument de Jocelyne
sur le lien entre ce qu'on appelle à la Ligue le cadre de référence des droits humains et son appropriation, en d'autres mots peut-être, mais est-ce que c'est vraiment important par l'action communautaire et les réseaux communautaires? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de proximité entre le langage des droits humains et l'aspiration ou la revendication de justice sociale. Et ça, pour moi, c'est une intersection qui me fait croire d'une certaine façon à l'universalité des droits humains. Alors, je ne porte pas de lunettes roses, je ne dis pas que tout le monde a accès à une quantité suffisante d'eau potable journalière partout sur la planète. Ce n'est pas vraiment, je pense, la captation par l'action communautaire des droits humains. J'irais même jusqu'à dire que il y en a qui ne m'aimeront pas, que ça ne se passe pas devant les tribunaux. Et je crois beaucoup, beaucoup à cette intersection entre la lutte pour la justice sociale et l'appropriation de certains éléments du cadre de référence des droits humains. Je veux dire quelque chose aussi sur le droit à la santé en contexte québécois, parce qu'en lisant et relisant la pénible loi immense et ô combien de fois modifiée sur les services sociaux et services de santé, bien, il y a quelque chose d'étrange dans cette loi-là. C'est-à-dire qu'un peu comme les poussières d'étoiles, ici et là, il reste du texte original dans cette loi qui est résolument orienté vers une approche globale du droit de la santé. Et c'est resté dans le texte de la loi, mais comme on est tout le temps en train de s'insurger contre les réformes successives de Claire à Couillard à Barrette, bien, on voit la plomberie, puis on ne voit pas ce vocabulaire d'origine. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas dans les textes de droit à la santé. Alors, il y a quelque chose à saisir là, je pense. Par contre, le vide sidéral du droit de la santé ou à la santé au Québec, c'est zéro imputabilité. Et c'est pour ça, en fait, dans la mesure où on croit à l'imputabilité, si on est anarchiste, ça ne veut absolument rien dire, merci. Mais si on croit à l'imputabilité dans le domaine de l'action publique, il y a vraiment un gouffre, là, un trou. Et c'est pour ça que j'aime bien mon commissaire à la santé, même s'il a été déplumé, pas parce que je défends le commissaire pour le commissaire, mais parce que c'est un exemple de ce que peut signifier un lieu administratif où, évidemment, toutes les luttes ne doivent pas être concentrées, mais c'est un interlocuteur d'imputabilité. Parce que là, on a une architecture juridique assez particulière au Québec, et elle est même particulière par rapport à d'autres provinces canadiennes, c'est-à-dire qu'il y a une générosité dans le texte de l'origine qui a été sauvegardée, dans les textes. Là. La loi C4S, c'est le classique. Peut-être par accident, mais en tout cas, le texte est encore là. Et il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de lieu prévu par la loi. Donc, il y a un effet de en dehors, en dedans. Ça n'a pas toujours été comme ça, comme Jocelyne le rappelait. Il y a eu une certaine organisation de la participation citoyenne qui a été sacrifiée. Alors, je pense que ce n'est pas tant l'universalité du droit à la santé en termes d'objectifs, mais dans ce qu'elle peut produire de rapports fertiles au plus proche des citoyens. Et c'est quand même un territoire, le Québec, où on a un droit bavard et encore généreux. Et il faut évidemment avoir le courage de la lire au complet, cette satanée loi et d'autres, mais on nous a privés de mécanismes d'imputabilité. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans le contexte actuel? Des fois, je me dis, tout le monde veut des états généraux sur l'éducation. Ben, pourquoi pas des états généraux sur la santé au sens large en sortie de pandémie. Et voilà, ça a été dit. Alors, il y a encore des questions. Je retourne à Elisabeth, peut-être en prioriser 2. On s'excuse, évidemment, c'est impossible de répondre à toutes les questions dans une formule comme celle-ci, mais même en présentiel, comme on dit. Oui. Mais on essaie de faire le mieux possible là, pour en traiter plusieurs.
Oui. Avant de relayer des questions, je vais juste, bon, il y avait en fait des commentaires sur la crise climatique et le droit à la santé dans la revue, dans notre dossier. Justement, il y a quelqu'un, Jacques Benoît, qui aborde ce sujet-là du droit à la santé et de la crise climatique. Et donc, je voulais juste le spécifier. Donc, en termes de questions, il y a des questions en lien avec les personnes âgées résidant dans les CHSLD. Et donc, on se questionne sur de la façon que ces personnes-là ont été traitées, ces personnes vulnérables. Alors, quels sont les droits quels droits leur permettent de les protéger face à un mauvais traitement ou à un manque de soins? Ensuite, est-ce que, bon, la question, bon, c'est perçu comme étant un scandale chez beaucoup de personnes. Est-ce que pour mobiliser, est-ce qu'il y aurait une façon de le faire en faisant un parallèle avec le MeToo? Et ensuite, bon, ces personnes-là ont été, donc, on a utilisé beaucoup pendant la pandémie la peur et la contrainte et la dénonciation citoyenne, plutôt que le dialogue citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire là, dans ces cas-là, dans ce cas-là? Alors, on va terminer avec ça. Je m'excuse, j'ai vu que Gilles voulait parler, mais je ne l'avais pas vu. Alors, je vais te laisser nous dire ce que tu voulais nous dire, puis on va conclure avec vos réactions aux dernières questions. Oui, je voulais parler de l'industrie pharmaceutique. Il en a été question et nous voyons, il y a à peu près 280 équipes dans les laboratoires à travers le monde qui se sont lancées pour essayer de découvrir, mettre au point des vaccins. Et évidemment, il y a une attente, l'espoir. Et de ce point de vue-là, en quelque sorte, nous sommes assez positifs à l'égard de l'industrie pharmaceutique et de tout ce qui s'est fait. Maintenant, il faudra bien se réveiller à un moment donné. Nous allons voir que c'est des compagnies, et c'est des compagnies qui recherchent le profit et que ça coûte des fortunes. Et même, voyons, entre les vaccins chinois, le Spoutnik des Russes, les Cubains qui en ont un aussi, et les autres dans le monde européen et aux États-Unis, quand les chiffres sortiront, et que nous saurons qui a les doses, là, l'inégalité et le droit au vaccin. Puis, je lisais aujourd'hui que sur l'Afrique, pratiquement, ils n'ont pas commencé la vaccination, nulle part. Même si l'OMS a mis au point une espèce de package ou une proportion dans les vaccins de Pfizer, de Moderna, etc., pourrait aller. Actuellement, c'est les Russes et le Spoutnik 1 qui ira le premier là-bas. C'est une industrie qui a fait son chemin et il faut être extrêmement vigilant dans cette affaire-là pour les coûts que ça va représenter. J'ajoute juste une petite chose. Moi, je pense que aussi longtemps que nos systèmes de santé, systèmes de soins, n'a pas un volet préventif extrêmement puissant, c'est-à-dire pas agir seulement sur la prévention primaire, les habitudes de vie et tout ça, mais remonter dans une perspective écosystémique, dans une critique de nos habitudes collectives de vie qui produisent un certain nombre de pathologies. La réflexion que j'ai faite autour des pandémies, je pourrais la faire autour de maladies dites de civilisation. Les maladies dites de civilisation, c'est les cancers, tous les problèmes cardiaques. Je m'arrête là parce que le temps passe, allez-y, mais il y a vraiment une recentration qu'il faut faire. Et l'injustice incroyable, si le droit à la santé est un droit universel, comment se fait-il que les pays ne sont pas foutus de se mettre ensemble et de dire qu'il y a des vaccins qui iront pour les pays les plus pauvres?
Merci, Gilles. Peut-être je peux faire 2 brefs commentaires. En fait, pour terminer, la réflexion de Gilles me fait dire que ce qui m'enrage dans l'industrie pharmaceutique, c'est que souvent la recherche, elle est financée par les fonds publics et elle est appropriée par des fonds privés qui en font un profit. Et ça, c'est inacceptable et c'est ça qui freine au fond, une distribution beaucoup plus équitable des vaccins. C'est scandaleux, à mon avis. L'autre élément, pour terminer, que j'ai le goût de dire, je suis une personne âgée, comme beaucoup d'entre nous, et des fois, je trouve qu'il y a une médicalisation de la vieillesse, pour être clair, comme il y a eu une médicalisation du corps des femmes. Hein? L'accouchement, c'était quelque chose de naturel. On n'était pas obligé d'aller à l'hôpital pour accoucher. Maintenant, tout a été médicalisé. Ce que je crains, comme on a créé, puis encore là, c'est une source de profit, des habitations privées pour aînés en grand nombre, c'est comme si on ne pouvait plus vivre dans la société avec les différents âges qui se côtoient. J'ai comme dans ma situation, j'ai comme l'impression qu'on est en train de nous enfermer, pas à ce point-là, c'est peut-être exagéré, mais d'avoir une approche de type médical, tu sais, on va compenser nos incapacités alors qu'on en a encore beaucoup. Alors, voilà mes frustrations. Merci beaucoup, Jocelyne. Un petit mot d'Anne et Lucie. Peut-être juste merci beaucoup aux autres panélistes et toutes les personnes qui ont assisté à la présentation. J'étais vraiment très intéressée par les présentations des autres panélistes aussi. J'espère qu'on va avoir le plaisir de collaborer à nouveau. Merci, Anne. Alors, à mon tour de dire merci pour une bien chouette soirée. Je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot sur les personnes vulnérables. C'est quand même extraordinaire qu'en aucun moment depuis mars dernier, on les a qualifiés de citoyens. Hein? Et si on fait une lecture attentive des nombreux décrets, il y a eu un crescendo, là. Alors, elles étaient vulnérables, puis très vulnérables. Et dans certains cas, quand on lit les textes, on les a même associés au sort des patients, hein, quand le gouvernement a absolument pris le contrôle. Parce qu'il faut bien le dire, c'est ça qu'ils ont fait. Sur la gestion des ressources privées, ils n'étaient pas bien contents parce que ça coûtait des sous. Mais c'est le crescendo dans le vocabulaire. On a dépossédé totalement des gens qu'on a comme travestis en patients incompétents. Et tout ça derrière le qualificatif de vulnérable, ce qui est quand même un peu déconcertant parce que la vulnérabilité, c'est un fait, mais quand ça devient un fait politique par décret, on est toujours en mesure d'urgence sanitaire. Là. Il n'est toujours pas revisé par l'Assemblée nationale, ce statut. Et pourtant, on assigne des statuts à des gens, ce qui permet de les gérer comme des patients dans un hôpital. Alors encore, merci. Merci, Lucie. Merci à tout le monde aussi de ma part. C'est très intéressant comme échange. Oui, c'est trop bref, hein? On sait, mais à cette heure-là, à la fin de la journée, malheureusement, je pense qu'il y a aussi une petite fatigue qui s'installe. Ceci dit, vous êtes, malgré des constats assez accablants que vous nous avez transmis, je pense qu'on sort d'ici quand même dynamisé. On a le goût de se mobiliser. Alors, il y a un objectif certain qui est atteint, j'espère, à cet égard-là. C'est à nous tous là, de travailler pour concrétiser le droit à la santé au Québec, puis faire en sorte que les approches qui sont méconnues ou qui sont occultées prennent davantage de place là, dans la société québécoise. Encore une fois, la formule a ses limites, alors on s'excuse si on n'a pas peut-être toujours tout couvert
comme vous l'auriez souhaité. C'est difficile hein, comme mode de questions, là, le chat. Moi, c'est la première fois là, comme tel. C'est pas facile. C'est plus facile de faire tout ça quand on est ensemble, puis on a bien hâte de l'être ensemble. Mais pour le moment, nos prochaines activités et à la Ligue et à Relations vont être encore en virtuel. Alors, on va vous les présenter avant de vous quitter pour vous inviter à vous y joindre. Du côté de Relations, on va faire un webinaire le 30 mars prochain. Cette fois-là, ça va être à midi et c'est autour de notre dossier sur la Palestine qui va sortir au mois de mars. Pas la soirée, le webinaire va s'intituler « Nouvelles avenues pour la solidarité avec la Palestine ». Je laisse Elisabeth présenter la série de webinaires de la Ligue des droits et libertés qui s'en vient très, très bientôt. Et je vais dire mon merci à moi, à tout le monde, à tous les panélistes, un gros merci. À l'équipe technique, un gros merci. Sans eux, il n'y a pas de webinaire. Et merci à vous tous, vous avez été nombreux à vous inscrire et à nous suivre. On espère que ça nourrit vos réflexions. Je te laisse la parole, Elisabeth. Oui, merci beaucoup, Catherine. Merci à tout le monde qui a participé ce soir. Alors, la Ligue des droits et libertés organise une série de webinaires à partir du 10 février, mercredi prochain, dès 18h30, sur le sujet des droits humains et la COVID-19. Alors, on veut réfléchir sur différents sujets. Le premier va porter sur l'État et les vulnérabilités. Alors, ça commence le 10 février et c'est à tous les une semaine sur deux, un mercredi soir sur deux, jusqu'au 21 avril. Alors, toutes les informations sont sur le site web, sur liguedesdroits.ca. Dans le chat, je viens de voir qu'il y a le lien. Et juste terminer, demain ou les prochains jours, vous allez recevoir un courriel avec un lien pour compléter une évaluation sur le webinaire de ce soir. Merci. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. À la prochaine.